Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à Alexandre, toutes je et à te laisse la main. tous et bienvenue du coup dans ce webinaire du coup dédié au gestes de tri pour augmenter le recyclage chez les citoyens. Donc ce petit webinaire du coup s'inscrit dans la journée technique traditionnelle qu'on devait organiser cette journée le 26 mai à Bordeaux et qui, pour les causes que vous connaissez tous, a été du coup un peu modifiée et du coup prendra différentes formes. On a ce premier webinaire et vous le verrez à la fin, on aura un dossier technique plus complet qui s'intéressera plus globalement à l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage. Mais pour commencer cette chaîne de valeur, il nous semblait vraiment essentiel de commencer par le début et donc de commencer par ce geste de tri qui est à la fin, qui est si important pour assurer un bon recyclage de l'ensemble de nos déchets. Peut-être deux, trois petites règles pour commencer, pour que le webinaire fonctionne bien, même si Emeline vous les a rappelées. Donc voilà, ce qu'on va vous proposer, c'est peut-être de couper vos caméras et vos micros. Vous avez différents outils qui sont à votre disponibilité. À droite, vous avez le chat. Normalement, vous avez vu, si vous ne l'avez pas encore ouvert, il y a des petits messages qui apparaissent. Donc, vous pouvez l'ouvrir à droite, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et nous aurons Élise qui sera là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et on aura aussi des temps d'échange qui sont prévus. Vous pourrez les poser vos questions en direct. Et à ce moment-là, on vous invitera à réouvrir vos micros. Donc voilà un peu pour les formalités. Lors du jour aujourd'hui, donc je vous présenterai peut-être rapidement le réseau Recita. Et ensuite, rapidement, on laissera la parole aux collectivités. D'abord à Laure Potvin, que je remercie de Citeo, qui sera vraiment l'animatrice aujourd'hui de ce webinaire. Et je vais remercier aussi l'ensemble des collectivités et structures qui vont participer, qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur le geste de tri. Et notamment donc Nathalie Buchet-Sourisseau du Bocage Bressuret. Nous avons Mathieu Jarry de Limoges Métropole et enfin Julien Sananès de Coved Environnement qui nous feront des témoignages et qui, je l'espère, permettront derrière des échanges nombreux et fructueux. En fin de webinaire, on vous proposera un peu la suite un peu de cette journée technique, comment ça va se dérouler, sous quelle forme nous pourrons vous fournir différentes productions, différents témoignages que nous avons pu recueillir ces derniers mois auprès de différents acteurs économiques de Nouvelle-Aquitaine et que nous partagerons avec vous d'ici la fin de la semaine à travers le réseau Recita. Ce réseau Recita qui compte désormais plus de 1000 membres. Donc, il faut savoir que le réseau Recita était la première plateforme, le premier réseau d'économie circulaire régionale à atteindre la barre des 1000 membres. Donc, il a été lancé en avril 2016. Donc voilà, maintenant, ça fait maintenant 4 ans. Et il a pour objectif de rassembler l'information, l'actualité et l'ensemble des acteurs qui œuvrent en région Nouvelle-Aquitaine pour l'économie circulaire. Ce réseau a été lancé grâce à la région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l'ADEME et la DREAL Nouvelle-Aquitaine et il est animé actuellement par 3 structures dont nous avons le CIRID qui est basé à Saint-Étienne et qui fait le lien vraiment entre l'ensemble des plateformes, puisque c'est lui qui a développé la plateforme, je dirais, recita.org, donc toute la partie technique, et donc qui est présent sur l'ensemble des plateformes Nouvelle-Aquitaine nationales et internationales. Nous avons aussi le pôle environnement basé à Limoges et nous avons Soltena, donc le réseau dans lequel je fais partie, donc Solutions pour la transition écologique Nouvelle-Aquitaine, et donc l'équipe de Soltena qui a été mobilisée aujourd'hui pour la réalisation de ce webinaire et plus largement de cette journée technique. Donc, vous aurez au présent aujourd'hui, donc moi-même, Alexandre Rodin, je suis coordinateur technique et coordinateur du Centre des ressources économie circulaire de Soltena. Vous aurez aussi Emeline que vous avez vu tout à l'heure qui va assurer aussi toute la communication à travers les différents réseaux sociaux sur ce réseau. Élise Girard qui répondra à l'ensemble de vos questions sur le chat.
Et enfin, il y a différents autres participants de Soltena, Florian Weber qui est notre architecte habituel des journées techniques, qui est actuellement en congé, mais je suppose qu'il doit nous écouter en prenant son petit déjeuner à l'heure qu'il est. Et on a aussi Valérie Humeau qui a été présente notamment pour récolter un certain nombre de retours d'expérience en amont de ce webinaire. Si je reviens au réseau Recita, donc son objectif, c'est vraiment de mettre en réseau l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire à travers sa plateforme. Voilà, dans cette plateforme, vous pourrez à la fois avoir un annuaire comme un réseau social de l'ensemble des membres. Vous pourrez retrouver aussi l'ensemble des actualités mises à jour régulièrement, à la fois par les membres de l'animation, mais surtout par les membres du réseau, puisqu'en vous inscrivant sur ce réseau recita.org, vous pouvez créer un compte gratuitement et après, à partir de là, vous pourrez communiquer et renseigner l'ensemble des actualités, initiatives ou documents en lien avec l'économie circulaire que vous, votre structure, avez envie de partager. Juste, Chemline, tu peux revenir rapidement à la slide précédente. Voilà. Donc voilà, et un des objectifs, voilà, c'est vraiment aussi de favoriser l'émergence de projets d'économie circulaire et de projets d'innovation en favorisant la coopération interacteurs. Et pour ça, on s'appuie vraiment sur deux vrais outils. Donc la plateforme qu'on vient de vous présenter brièvement et un certain nombre d'animations tout au long de l'année. Donc 2 journées techniques et 3 journées réseau tout au long de l'année qui vous permettent voilà, d'essayer d'échanger au maximum en physique et quand on ne peut pas, donc voilà, sous ces formats un peu nouveaux avec des webinaires. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Recita propose réellement des services à votre disposition et c'est vraiment voilà, une plateforme complètement gratuite. L'ensemble des animations sont vraiment gratuites pour l'ensemble des acteurs économiques de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et ça, c'est rendu possible voilà, sous l'action de nos partenaires financiers, donc la région Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME et l'ADREAL Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose de ne pas être beaucoup plus long sur la présentation de Recita et de rapidement laisser la parole à Laure Potvin, du coup, de Citeo, qui va vous animer brillamment, je pense, ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci Alexandre et bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'animer cette table ronde et effectivement, comment améliorer le geste de tri pour augmenter le recyclage chez les citoyens. Je ne pouvais qu'accepter avec plaisir la proposition de Recita et de Soltena. Et puis, je suis ravie aussi de vous retrouver. C'est vrai qu'on vit une période un peu particulière. On est très attaché chez Citeo à ce partage d'expériences, de bonnes pratiques et le fait qu'ils puissent continuer à vivre à travers des webinaires et d'autres modalités d'animation pendant cette période, eh bien, voilà, ça nous plaît particulièrement de nous associer à ce genre de manifestations. Alors, comment améliorer le geste de tri? J'ai envie de dire, dans un premier temps, rappeler peut-être d'où on part avant de dire où l'on souhaite aller. Je veux bien, s'il vous plaît, Émile, que vous affichiez l'ensemble des vignettes de la slide. Voilà. Juste en quelques mots et sans être trop long, se rappeler quand même que la région Nouvelle-Aquitaine est une région qui présente de bonnes performances de collecte sélective des emballages et des papiers, avec 86,2 kg par habitant et par an en moyenne. Hein, on est nettement au-dessus de la moyenne nationale et parmi le peloton de tête pour le verre, les autres emballages ainsi que les papiers. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on sait que derrière ces kilos par habitant et par an se cachent des disparités liées au tourisme, hein, puisqu'on parle en habitant permanent, des disparités ville-campagne, des disparités en fonction de l'historique de la collecte et notamment de l'extension des consignes de tri. Donc, il faut aller plus loin sur certains territoires. Les objectifs réglementaires étaient déjà forts avant la loi AGEC et celle-ci vient les renforcer, hein, tant en matière de prévention qu'en matière d'amélioration du recyclage. Ça nécessite effectivement d'activer de nouveaux leviers de performance si on veut être au rendez-vous de ces enjeux réglementaires et de cette
dynamique sociétale qui nous entoure depuis quelques années sur les plastiques, mais sur l'ensemble des autres sujets, des autres emballages, on sait qu'il faut aller plus loin. Alors, on a l'habitude de résumer chez Citeo ces leviers de performance en 5 grandes familles. Vous connaissez peut-être déjà cette pyramide qui les résume. Alors, chaque levier, j'ai envie de dire proportionnel à la taille qu'il représente sur la pyramide. Le premier levier majeur pour améliorer le geste de tri, c'est l'extension des consignes de tri sur les plastiques. Il s'impose à tous à horizon 2022. En kilos par habitant et par an, ça fait peut-être pas beaucoup, mais c'est vrai que proportionnellement aux autres emballages, eh bien, ce n'est pas rien, d'autant que cette relance et cette simplification du geste de tri a une dynamique et un effet d'entraînement sur les autres matériaux, et c'est le second levier de performance qui apparaît là. Le troisième levier de performance, c'est le levier de la tarification incitative, qui n'est pas facile à mettre en œuvre partout. Et pour autant, il y a une réelle dynamique dans la région avec déjà de beaux résultats et plein de projets engagés. Donc, il est important d'en parler aussi. Autre levier, c'est celui que l'on appelle chez Citeo plus de trieurs systématiques. Les études que l'on peut réaliser nous montrent en effet que si le geste de tri, c'est le premier geste citoyen, derrière ces chiffres très pharaoniques, en fait, on a là encore des disparités et il y a seulement finalement un Français sur 2 qui fait le geste de tri de manière systématique sur l'ensemble des matériaux, où qu'ils soient. Et on sait que bien derrière ces trieurs non systématiques, il y a un réservoir de tonnes à aller chercher pour améliorer les performances. Et puis enfin, le dernier levier, c'est celui du hors-foyer. Alors, il est très variable selon les territoires, il n'est pas forcément très important, mais il est symbolique en termes de continuité du geste de tri. Il concerne les touristes, le tri dans les grandes rues de nos métropoles, sur les sites privés, et c'est effectivement un autre levier qu'il nous faut activer. Donc, pour illustrer en fait chacun de ces leviers, eh bien, on a trouvé des exemples qui parleront à tous, en milieu rural comme en milieu plus urbain, du nord au sud de la région. Des leviers à la fois techniques, mais aussi, bien sûr, les aspects de mobilisation et de communication auprès des citoyens qui sont importants. Et pour commencer cette table ronde, donc je me retourne virtuellement vers Nathalie Buchet-Sorisseau, qui est directrice prévention et valorisation des déchets de l'agglo du bocage Bray-sur-Huet, pour illustrer cette thématique de la tarification incitative avec cette première question à votre attention, Nathalie. Quelles ont été les opportunités en fait de déployer cette tarification incitative? Comment vous avez mis en œuvre ces mesures sur votre territoire et adapté la collecte à cette grande transformation qu'est la tarification incitative? Oui, bonjour à tous. Alors donc oui, je suis moi la directrice du service prévention et valorisation des déchets de la communauté d'agglo du bocage Bray-sur-Huet. Donc nous nous situons dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Quand je dis le nord, c'est vraiment le nord-nord, puisqu'on est en limite. On est le Finistère de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous représentons un territoire de 75 000 habitants pour 33 communes au 1er janvier 2020. Voilà, une collectivité assez récente, puisqu'elle a été créée par fusion d'anciens EPCI au 1er janvier 2014. Et à cette date-là, nous faisons donc le constat qu'il y avait besoin d'harmoniser nos modalités de collecte, puisque nous avions en gros 6 modes de collecte différents sur le territoire, avec du bac, du sac, de la caissette, des consignes en emballage, des consignes en multimatériaux. Enfin voilà, comme on provenait de plusieurs collectivités, eh bien les consignes n'étaient pas forcément les mêmes. On avait un financement du service qui était mixte, avec des communes à la tome, principalement des communes à la tome, mais avec 9 taux de tome sur le territoire, et puis 3 communes qui étaient en ROM, en redevance ordures ménagères. Voilà, un EPCI à fiscalité directe, donc on reprenait la main sur le
poids de notre fiscalité, contrairement à avant, on était en syndicat, donc c'était les communautés de communes qui prélevaient. Là, désormais, on est venu au 1er janvier 2014, on avait la main sur le choix de notre fiscalité. Des performances de tri qui étaient vraiment en berne, hein, puisque ça faisait 6 ans qu'on stagnait à 36 kg par habitant pour le verre et à 50 kg pour le multimatériau. Hein. Nous sommes en multi, donc journaux, magazines mélangés avec les emballages. Et puis, donc une collecte, bien sûr, qui n'était pas homologuée, hein, avec beaucoup de collectes encore en sac dans le milieu rural, avec ce que j'appelle, moi, les bacs fourre-tout, donc des bacs 4 roues dans tous les bouts de chemin de nos campagnes, où on retrouvait de tout, et surtout des déchets recyclables, en fait. Voilà. Et puis, un territoire qui venait d'être labellisé au niveau de la région Poitou-Charentes, zéro déchet, zéro gaspillage, avec un objectif ambitieux de réduction de nos DMA de 13% entre 2014 et 2018. Voilà, donc face à ce constat-là, comment on peut harmoniser et en même temps faire évoluer nos performances de tri? Donc, nous avons décidé, dès le début du mandat, donc en juillet 2014, d'instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. Je poursuis, Laure, ou sur l'adaptation de notre dispositif de collecte? Exactement. Ouais, voilà, donc en fait, il a fallu effectivement, comme vous le savez tous, identifier chaque foyer pour mesurer la production d'ordures ménagères dans chaque foyer. Donc, en fait, on a pris très vite, on a fait le choix très vite de laisser la possibilité d'avoir 2 modes de collecte, puisqu'on a un territoire quand même très semi-rural et qu'on avait déjà une partie de nos usagers qui étaient en apport sur ces fameux bacs 4 roues là en bout de chemin ou en apport sur des conteneurs collectifs d'emballage ou de papier. Donc, en fait, au-dessus de 2000 habitants, on a imposé le bac individuel à puce, donc 2 bacs, hein, un ordure ménagère qu'on a continué à collecter toutes les semaines et un bac jaune qu'on collecte tous les 15 jours. Et puis, en complément, un dispositif de collecte en apport volontaire ou en apport sous conteneur collectif. Donc, on a une collecte latérale, hein, une collecte à bras latéral. Donc, du coup, en complément des communes qui étaient déjà équipées en porte-à-porte pour les bourgs, on a installé des conteneurs aériens avec contrôle d'accès. C'est les bacs que vous voyez là, un peu avec le contour rose, avec une pointe diamant qui nous permettent de faire la collecte en simultané avec les bacs individuels d'ordures ménagères. Et puis, donc, un système de tambour et de cartes pour déposer 60 litres, enfin 50 litres au final de déchets ordures ménagères à l'intérieur. Voilà. Et en complément, pour le secteur semi-rural, on a installé des conteneurs semi-enterrés avec un contrôle d'accès aussi. Ça, c'était de marque Temaco. Voilà. En fait, la particularité, c'est que en dessous de 2000 habitants, on a laissé les conseils municipaux choisir leur mode de collecte. Certains ne voulaient pas de porte-à-porte, y compris dans les bourgs, et donc on fait le choix d'installer que des conteneurs collectifs. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec 60% de notre territoire en apport sur des conteneurs collectifs et que 40% en porte-à-porte. Voilà, et puis du coup, on est passé en extension de consigne de tri sur tous les plastiques depuis le 1er juillet 2019. Voilà pour l'adaptation de notre dispositif. Diapo suivante, Emeline, s'il te plaît. On peut passer à la diapo suivante, Emeline? Oui. Moi, je suis dessus, c'est les moyens de communication. Voilà. Alors, notre... Ouais, je voulais insister beaucoup sur... je vais vous parler des résultats après. Oui. Voilà, je voulais insister là-dessus parce qu'on a mis vraiment communication et très en amont en fait du
du démarrage du projet, dès au démarrage du mandat, en fait, en 2014, on a préparé nos élus au changement, parce que c'était quand même de gros changements pour les usagers. Et du coup, on a voulu que nos élus et nos agents soient prêts à affronter à la fois les questions légitimes des usagers, mais aussi les réclamations, les revendications, parce que voilà, ça n'a pas toujours été simple, vous l'imaginez bien, et que les élus des communes sont souvent en première ligne. Donc, on a missionné un cabinet rennais qui nous a monté en fait des modules de formation, de mise en situation. Donc, vous voyez la photo là, tout en bas, c'était une session avec des élus. Donc, on a ouvert aux élus municipaux et aux élus communautaires. Et on a fait aussi des sessions pour les agents municipaux, à la fois les agents de terrain, les agents d'entretien, les agents techniques et les secrétaires de mairie, plus nos agents, bien sûr, communauté d'agglo et les agents de notre prestataire, hein, le collecteur, puisque nous sommes en prestation avec l'entreprise Branjon. Voilà, donc on a fédéré tout ce monde-là autour du projet en expliquant ce qui allait se passer, les modalités, que tout le monde comprenne bien les mécanismes qui allaient se mettre en œuvre, à la fois techniques, financiers, et puis surtout, on les a préparés à ce qui allait se passer, c'est-à-dire les nombreuses à recevoir en fait et à traiter les nombreuses réclamations qu'on a pu enregistrées de la part de nos usagers. Voilà, ce qui a permis je trouve, de fédérer et de trouver un consensus politique et de passer finalement, globalement, le projet a été bien accepté et je pense que tout le monde a œuvré dans le même sens pour qu'on aille au bout du déploiement. Donc, on a démarré ce déploiement en 2015 et on a terminé l'année dernière en 2019. Voilà, et la taxe incitative s'est mise en place progressivement. On a eu une première facturation en 2019, on en a une deuxième phase là en 2020. Et puis, le dernier, on fait en 3 phases. Et le dernier secteur concerné, ça sera pour 2022. Voilà. Après, le temps file. Nathalie, je me permets peut-être de vous reposer une question par rapport aux résultats, justement, même si on comprend bien que c'était étalé en 3 phases, mais peut-être un retour sur les premiers résultats et l'effet de l'extension des consignes de tri plastique avant de passer ensuite aux questions. Oui, alors les résultats, donc on est parti, hein, on était à peu près sur les moyennes de Nouvelle-Aquitaine que vous avez présentées, Laure. Hein. On était même exactement, peut-être un peu en dessous au niveau des ordures ménagères, puisqu'on est parti autour de 185 kilos d'ordures ménagères par habitant et par an en 2010. Et là, on est arrivé à 116 kilos pour l'année 2019. Le multimatériau, donc là, on n'a que la moitié de l'année, 2019, mais on a augmenté nos performances de 10 kilos directement. On a communiqué le 1er juillet, je dirais fin juillet, on avait déjà une hausse très, très importante. Donc, c'est vrai que l'effet couplé tarification et extension a été très, très bien perçu par les usagers. Ils attendaient, ils étaient en attente de pouvoir alléger la poubelle d'ordures ménagères qui aujourd'hui est facturée et donc de basculer tous les déchets qui pouvaient être recyclés vers la poubelle jaune, et ça a très bien fonctionné. Et puis en vert, on a dopé aussi nos perfs puisqu'on est passé de 36 à 42 kilos. Voilà, tout en maîtrisant à peu près notre flux de déchetterie. On n'a pris que 10 kilos par habitant en déchetterie de 2014 à 2019. Donc, globalement, on a quand même une perte, une réduction en fait de notre production autour de 32 kilos par habitant et par an. Voilà, ce qui correspond, je pense, principalement quand même au déploiement. En parallèle, on a déployé du compostage domestique où on a distribué en masse des composteurs gratuitement dans tous les foyers. Et puis, du coup, ça a permis aussi de développer ce geste de compostage des biodéchets à domicile. Voilà. Est-ce que au niveau du temps, je suis… Oui, c'est très bien, mais on a quelques questions. Du coup, effectivement, une question relative à la collecte des biodéchets. Avez-vous envisagé une collecte des biodéchets? Alors, on a une collecte des biodéchets des gros producteurs. Mais c'est tout. C'est-à-dire tout le reste du territoire est équipé en composteur, donc collectif, en pied d'immeuble ou en individuel dans chaque foyer.
Et après, on a la collecte des biodéchets uniquement pour les métiers de bouche, voilà, les lycées, collèges, maisons de retraite. Est-ce que vous avez des chiffres sur cette collecte des biodéchets, à part 2 kilos par habitant, puisque vous avez une collecte? Ouais. Quel chiffre vous intéresse? Eh ben, le chiffre, le nombre d'apporteurs, et puis le volume collecté, la fréquence, le coût. Oui, alors je pourrais vous fournir ça, ouais. Mais après, voilà, nous, c'est assez limité notre collecte de biodéchets en fait. Hein. Elle porte sur une 50aine de producteurs et ce sont que des professionnels. Oui. Par contre, Et oui, vous par n'avez contre, pas de... C'est une collecte traditionnelle, hein, en benne traditionnelle. excusez-moi, je vais être obligée de faire la rabat-joie, mais je vous remercierai de passer par le chat pour poser les questions, parce que si les 100 personnes posent individuellement des questions, ça va être compliqué. Merci, donc on l'a bien noté, puis après, Madame Buchot-Suresso pourra peut-être, on le mettra dans le compte-rendu, ou elle pourra écrire dans le chat sa réponse plus en détail. Oui, je rajouterai des éléments. Voilà, merci beaucoup. Biodéchets. Je vous propose de passer à la présentation de Monsieur Jarry, Limoges Métropole. Ou peut-être une dernière question, Emeline, pour Nathalie. Est-ce qu'en parallèle, des solutions ont été proposées aux citoyens pour le réemploi, des partenariats avec une recyclerie, par exemple? Alors, on a déjà un partenariat avec Emmaüs sur le territoire, mais on a un gros projet, oui, de mise en place d'une recyclerie que nous n'avons pas encore à ce jour, mais il y a un projet sur le territoire, effectivement. Très bien. Merci beaucoup en tout cas et bravo pour ces résultats. Alors on le voit, hein, et bien sûr on le sait, la tarification incitative a un impact majeur sur la prévention des déchets, c'est très important. Elle dope aussi la collecte sélective et quand on offre en plus aux habitants la possibilité de trier l'ensemble des emballages en plastique, eh bien c'est une solution complémentaire et donc un double effet qui se coule en termes de performance. Alors, c'est sur ce sujet que je voudrais insister maintenant. J'évoquais tout à l'heure un petit peu les résultats attendus. On parle en moyenne de 2 kilos par habitant et par an d'emballage, de nouveaux emballages en plastique et d'un effet d'entraînement de 2 kilos par habitant et par an qui vient s'ajouter à cela. Donc, c'est très important. On est au niveau de la région, fin 2019, on était à un petit peu moins de 50% de la population qui était engagée en extension des consignes de tri plastique avec bien des territoires historiques, en Poitou-Charentes, dans le Béarn, en Dordogne, des collectivités du Lot-et-Garonne également. Et on a une forte dynamique, là encore, hein, de la région sur ce sujet, puisqu'à la fin de l'année, on sera passé à plus de 60, voire 65% des habitants de Nouvelle-Aquitaine en extension des consignes avec des territoires importants qui se lancent du côté du Limousin, mais également les premiers territoires en Gironde ou dans les Landes. Alors, c'est des projets d'envergure, que ce soit à la campagne comme à la ville, et ça nous semblait intéressant effectivement de donner la parole à Limoges Métropole pour nous expliquer avec Mathieu Jarry, donc son directeur des déchets, eh bien comment on se prépare quand on est une métropole à l'extension des consignes de tri plastique. Je vous laisse la parole, Mathieu. Merci et bonjour à tous. Alors tout d'abord, c'est un projet, en tout cas Limoges Métropole, qui a mis du temps et qui est long. On voit bientôt la ligne droite parce que normalement on va passer aux extensions au 1er juillet. Mais le projet a commencé en février 2015, donc ça fait 5 ans et demi. Et c'est un projet effectivement multifacette. Pour moi, le premier enjeu, c'est un enjeu politique qui a commencé avec cette fameuse étude territoriale qui a été financée dans notre cas par l'ADEME et sur lequel ça a permis de regrouper Limoges Métropole, le CIDED et Evolis 23, qui sont d'autres collectivités du département et même du département de la Creuse, pour se mettre autour de la table et se poser les questions effectivement d'optimisation et d'harmonisation des consignes de tri. Donc il y a eu cette étude territoriale qui a mis 1 an, qui était nécessaire et indispensable
qui a conclu effectivement à l'agrandissement et à la modernisation du centre de tri qui existe à Limoges Métropole, et qui a également conclu à la fermeture du centre de tri de Nau d'Evolis 23, qui était un centre de tri qui est petite capacité de 5000 tonnes. Donc c'était effectivement quelque chose d'important, des enjeux importants, parce que qui dit fermeture d'un centre de tri dit forcément effectivement perte d'emploi sur son territoire. Donc c'est des sujets pas forcément évidents. Et puis ça a été le point de départ effectivement de cette nouvelle entente entre ces trois collectivités-là. Et aujourd'hui, on a carrément créé une entente intercommunale avec une convention cadre, une convention d'application, notamment concernant le centre de tri, et qui permet du coup d'avoir une gouvernance mutualisée. Cette gouvernance, elle permet de traiter les enjeux stratégiques du centre de tri. On met tout sur la table ensemble. Les élus, donc il y a 3 élus de chaque collectivité qui se regroupent 2 fois par an dans le cadre d'une conférence. Et la tarification est débattue, le budget est analysé, les performances seront analysées, etc., etc. Ce qui fait qu'on passe d'une logique où on était aujourd'hui, nous, un centre de tri, où on avait des clients, notamment le SIDET qui venait, avec une relation prestataire-client, d'une certaine manière, à une réelle coopération et à un réel partenariat entre les collectivités. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très important. Et c'est voilà, cet enjeu politique qui est un enjeu fort de ce projet-là. Après, il y a bien évidemment d'autres enjeux, les enjeux de la pré-collecte qui ont été traités assez rapidement, mais qui sont quand même importants. On prévoit à Limoges Métropole une campagne de modification d'une partie de notre bac, parc de bac. Alors, on avait une couleur bleue initialement sur la collecte sélective. C'est historique, hein, Limoges est la première commune, la première ville urbaine à avoir le tri sélectif en porte-à-porte. Je crois que ça date de 1993. À l'époque, ils avaient fait le choix de la magnifique couleur bleue qui est toujours magnifique. Mais bon, on fait un effort et du coup, on a décidé de partir et d'équiper sur une campagne qui aura lieu pendant 3 mois à la fin de l'année, d'équiper 25% de ce parc-là de couvercle jaune pour reprendre effectivement la couleur officielle maintenant établie en France. Sur la pré-collecte, donc c'est un coût de 270 000 €, hein, mais qu'on assume. Ça fait depuis 1 an qu'on a révisé notre grille de dotation des bacs également, et on est aujourd'hui sur une dotation de 5,5 litres par habitant et par jour, qui nous permet de calculer le volume effectivement des bacs à mettre à disposition. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais sur Limoges Métropole, on est effectivement à 100% porte-à-porte et en multimatériaux. Et on a estimé qu'on devrait à terme changer 10% du parc de ces bacs-là par rapport au volume en lien avec cette extension des consignes plastiques. On reste sur le schéma de collecte effectivement du porte-à-porte multiflux. C'est une décision qui a été assez rapidement prise. On n'a pas de débat sur ça. Ce projet-là, c'est bien évidemment un enjeu également de communication auprès de la population. Donc, on a essayé de respecter au maximum les standards de Citeo avec effectivement, donc j'ai parlé des nouveaux couverts qui seront mis en place, des autocollants sur le reste des bacs qui vont rester, un courrier qui va être adressé à chaque usager pour expliquer ce changement, la mise à jour du guide du tri, différents supports de communication, le cinéma, arrière de bus, etc. Mais c'est des choses que vous connaissez tous, bien évidemment. Le point important également, et c'est le maillon essentiel de ce projet-là, à Limoges Métropole, mais c'est le centre de tri. On a un centre de tri qui date de 1998, qui a connu une première modernisation en 2007. Et donc, on arrivait effectivement à la fin de la vie de ce process de tri de 2007, hein, avec une vétusté assez importante. Et on a mis effectivement beaucoup d'énergie dans cette modernisation et l'agrandissement de ce centre de tri, avec comme objectif une qualité très importante des matériaux qui devraient sortir. Il nous semble indispensable aujourd'hui, on pense que les grands gagnants demain, ce seront les collectivités qui arriveront à produire des flux très propres. Et malheureusement, je pense que ce sera les perdants, ce sera ceux qui auront effectivement des flux encore un peu dégradés, hein, dans la mesure où vous le savez tous que effectivement les filières de reprise aujourd'hui, c'est compliqué. On a mis l'accent également sur les conditions de travail des valoristes. Ce que j'ai tendance à dire sur ce projet-là, c'est ce qui était acceptable les 10 dernières années en termes de conditions de travail ne l'est plus aujourd'hui. Donc, ça va complètement révolutionner leur travail, effectivement, avec le respect de la nouvelle norme de cabine, la nouvelle norme en tout cas qui date maintenant depuis 3 ou 4 ans, la NFX 35702,
mais qui change radicalement les conditions de travail des valoristes, et c'est quelque chose qui me paraît indispensable. Et pour vous donner quelques chiffres sur effectivement ce maillon essentiel qu'est le centre de tri, on va passer de 4 machines à 15 machines. On a augmenté les bâtiments, on va augmenter de 2000, on a augmenté de 2000 m² les bâtiments pour pouvoir réceptionner l'ensemble de ces nouveaux flux. Et les enjeux financiers, c'est un investissement de 13 millions d'euros pour la collectivité. Donc c'est quelque chose effectivement d'important. Sur les enjeux financiers, ce qui est également important, c'est qu'on a réussi à avoir des subventions. Donc on a la subvention de Citeo de 900 000 euros. On a réussi à avoir la subvention de l'ADEME d'1,5 million. Et on a une subvention du conseil départemental d'1,3 million. Et ce qui va nous permettre de réussir à avoir des coûts d'exploitation qui vont être de l'ordre de 160 euros la tonne, toute taxe comprise, et qui inclut le traitement des reflux. Et ce coût-là, ça va être un coût unique pour les 3 collectivités qui font partie de cette entente, indépendamment des flux et du gisement qu'elles apportent. Pour un bassin de population de 450 000 habitants. Voilà. Et là, vraiment, on est en dernière ligne droite. Jeudi, on est en constat d'achèvement des travaux. Mois de juin, on est sur la mise en service, mise en route du process. Et puis 1er juillet, les premières déchets qui arrivent en extension. Et puis on aura pendant tout un an la mise en service industrielle et la réception des travaux. On sait que c'est un temps important dans le temps. Mais vraiment, on arrive au bout de ce projet-là qui aurait été passionnant, qui aura pris beaucoup d'énergie, avec quelques rebondissements. En 5 ans, il s'est passé des choses. Il y a eu le nouveau modèle, effectivement, des différents flux à trier qui a changé. Bien évidemment, le Covid qui est apparu sur la fin. Mais voilà, on va être très content et on aura plaisir de vous le faire visiter pour ceux qui seront dans la région de Limoges. Un grand merci en tout cas Mathieu et un grand bravo pour cette description à la fois synthétique et très complète de tous les prérequis en fait pour passer en extension des consignes, l'adaptation de la collecte et des contenants, un dispositif de communication 360 pour mobiliser tout le monde, en particulier dans une grande ville, on a parfois à disposition des supports supplémentaires et bien sûr le maillon technique du centre de tri avec cette entente qui permet d'élargir le bassin de chalandise. Alors, ce que l'on aime bien chez Citeo dans les projets comme le vôtre, c'est que ce sont des projets qui s'inscrivent dans une dynamique globale et qu'au-delà du seul sujet des plastiques, alors je voyais dans le chat quelqu'un qui disait ça fait pas beaucoup, 2 kilos par habitant et par an, c'est pas beaucoup, ben oui, mais par rapport à 4 kilos de plastique en moyenne, ben finalement, c'est quand même pas si mal. Et puis, bien sûr, il y a les autres matériaux et le verre en fait partie. Et vous avez en parallèle continué à moderniser la collecte du verre. C'était un de vos points faibles et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot également sur ce sujet. Alors, je réponds juste à la question, effectivement, 5 kilos effectivement, par habitant et par an. C'est beaucoup d'énergie, effectivement, pour ce ratio-là. C'est beaucoup d'investissement, même sur les coûts d'exploitation. Au final, on sera à l'équilibre. Par contre, c'est une moyenne que j'ai donnée où en fait j'intégrais déjà sur plusieurs années la baisse du papier. Donc on espère effectivement avoir beaucoup plus de plastique et l'effet d'entraînement également sur les cartons et potentiellement sur les plastiques, on serait peut-être plus, on le verra, les résultats le diront, mais sur 8 kilos. Mais ce 5 kilos effectivement incluait la diminution du gisement du papier qu'on constate déjà depuis plusieurs années. Alors pour le coup, donc ça va répondre à la demande, on a travaillé également sur le verre. Alors, je suis désolé, effectivement, à Limoges Métropole, on n'est qu'à 26 kg par habitant et par an, ce qui plombe la moyenne de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai relu, j'ai bien vu les 37 kg. Donc, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on est à ce ratio-là, sachant qu'on a fait plein de choses avant, de la communication, on a augmenté nos dotations de colonnes de verre, donc on est dans les standards classiques. Et on a encore, effectivement, à peu près 10 kg de verre dans les ordures ménagères. C'est les résultats de notre dernier Modécom en 2015. Donc, on a effectivement décidé d'innover avec un dispositif qui s'appelle Clink. C'est un dispositif qui a été créé par l'entreprise, la start-up Terradona qui est à Aix-en-Provence. L'idée, c'est récompenser le geste de tri de l'usager. Donc, on n'est pas sur un système de consigne, le terme serait galvaudé, mais bien effectivement de récompenser le geste de tri. Donc, ce sont, vous voyez sur la deuxième photo, on vient clipser sur l'opercule des colonnes à verre, que ce soit des colonnes aériennes ou des colonnes enterrées, ce dispositif connecté.
L'usager vient, se présente, se connecte avec son smartphone ou avec une carte qu'on a pu lui donner. Et à chaque fois qu'il vient déposer une bouteille de verre ou un pot en verre, il va avoir un point qui va se créditer sur son compte. Et après, ce sont ces points-là qui se transforment soit en bons d'achat auprès de commerçants locaux, soit en dons à des associations, ce qui permet effectivement de récompenser ce geste de tri. Donc chez nous, effectivement, l'objectif, c'était d'équiper 200 colonnes sur le parc de 600, cibler 3 publics particuliers, bien évidemment les communes sur lesquelles on a les moins bonnes performances, notamment Limoges, et sur Limoges, cibler 3 publics, effectivement, le cœur de ville, l'hypercentre, où on a quelques difficultés de par l'urbanisme, de fait qu'on ne peut pas mettre autant de bornes qu'on aimerait, de viser les étudiants. On sait que dans les études nationales, les étudiants ne sont pas forcément les meilleurs trieurs, donc on souhaite essayer de les capter. Et également les quartiers prioritaires. Sur Limoges, on a 9 quartiers prioritaires où là, effectivement, on a doter ce dispositif. Donc l'idée de ce dispositif, c'est bien évidemment essayer d'améliorer les performances de tri. Il y a un effet positif normalement qu'on espère, c'est également de ne plus avoir de dépôt au sol de verre. Vous savez, le fameux usager un peu trop feignant qui se déplace à la borne, mais du coup qui ne veut pas mettre ses 40 canettes de bière, ses bouteilles de bière et qui les dépose au sol. Donc ça, potentiellement, ça va disparaître. Et puis avoir une logique de effectivement transformer les colonnes aériennes, cet équipement de pré-collecte un peu ancien et pas forcément très joli, en véritable équipement urbain, mobilier urbain connecté, et arriver dans cette transformation. Il y a un volet social qu'on a cherché effectivement dans ce projet-là, c'est augmenter le pouvoir d'achat des usagers ou de faire des dons à des associations. Effectivement, à l'époque de l'émergence de ce système-là, on était en pleine crise des gilets jaunes, et effectivement, avec cette difficulté qui existe sur nos territoires de pouvoir d'achat, ça peut répondre en partie, bien évidemment, on n'a pas la prétention d'y répondre en totalité, mais en partie, ça peut y répondre un petit peu. Un volet développement économique également, avec la création de 2 emplois, parce que Clink vient avec sa solution. Il y aura un agent qui va être recruté par l'entreprise pour tout gérer la mise en place et la maintenance. Et il y a également un commercial qui est présent sur le territoire et qui va venir démarcher les entreprises, les commerçants locaux, parce qu'effectivement, c'est bien les commerçants locaux qui viennent après alimenter la base de données pour faire des offres. Donc, il y a 2 emplois créés sur le territoire. Et puis, un volet stratégique, effectivement, pour inscrire Limoges Métropole dans un territoire d'innovation, dans un cadre d'une politique plus globale qu'on mène. Donc, juste pour les coûts, quelque chose qui n'est pas anodin, le dispositif revient à 400 € par an par dispositif. On s'est engagé sur 5 ans, on a 200 dispositifs, donc le calcul est vite fait, on est de l'ordre de 400 000 € sur 5 ans, donc ce qui est très important. On a eu la chance d'avoir une subvention de la part de Citeo de l'ordre de 200 000 €, ce qui reste quand même un delta important à combler par Limoges Métropole. On a réussi dans le montage à essayer de réduire au maximum ce surcoût d'exploitation annuel qu'on estime entre 15 000 et 20 000 € par an, notamment en optimisant les fréquences de lavage des colonnes verre. Quand je suis arrivé il y a 10 ans à Limoges Métropole, on lavait 5 fois les colonnes à verre par an. Du coup, maintenant, et depuis cette année, on va les laver plus qu'une fois par an, ce qui va permettre effectivement d'économiser pour pouvoir injecter de l'argent dans ce dispositif-là. Et juste un point sur les premières performances, un dispositif qui a été mis en place le 24 janvier, donc c'est tout récent. On a beaucoup communiqué, on a eu un boom très important, on a eu 8000 comptes utilisateurs, comptes clients qui ont été créés, plus de 4000 utilisateurs actifs, alors que pour l'instant, on a mis que 50% des équipements. Donc, c'est très prometteur. On a eu, sur les 2 premiers mois, donc janvier-février, on avait déjà une hausse constatée des tonnages de 4%. Donc, c'était très bien. Bien évidemment, avec le Covid, tout s'est freiné. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'outil qui est proposé donne un accès à l'ensemble de statistiques en instantané. Et du coup, j'ai regardé hier pour regarder. Et le 11 mai, donc le premier jour de déconfinement, on a eu 55 000 dépôts réalisés ce jour-là. Et on voit du coup qu'on a des courbes qui montent avec un pic où les gens sont revenus massivement redéposer leurs verres. Donc, on espère bien effectivement dès lors où en fin juin, on aura déployé les 200 bornes,
et sur effectivement les 5 ans à venir, qu'on arrivera à notre objectif de 30 kg par habitant et par an de collecte du verre. C'est très rassurant sur le maintien du geste de tri pendant cette période, hein, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a tous été particulièrement sensibilisés. J'ai vu d'ailleurs que le système était assez agile, hein, puisqu'il avait permis de proposer parmi les solutions la dimension associative, que le don puisse être utilisé pour les soignants, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un système qui est assez souple. Peut-être juste pour terminer, Mathieu, une question un peu, la traditionnelle question qui arrive avec ces sujets d'incitation au geste de tri. N'avez-vous pas peur qu'en récompensant les citoyens, on perde en responsabilité individuelle et quitte du jour où il n'y aura plus de récompense? C'est une très bonne remarque. Je suis assez d'accord. On a eu ce débat et nos élus ont eu ce débat. Personnellement, je trouve effectivement aujourd'hui que c'est un peu triste de devoir récompenser les gens pour un geste citoyen. Malheureusement, je suis arrivé au constat, après avoir fait plein de choses avant, qu'on n'y arrivait pas. Donc, effectivement, c'est triste. Bien évidemment, l'objectif, on s'engage sur 5 ans. L'idée, c'est pas de continuer comme ça pendant des années. Donc, il faudra qu'on trouve effectivement la solution pour sortir progressivement de ce dispositif. S'il a répondu aux objectifs, bon, ça, il faudra nous laisser quelques mois et quelques années pour le prouver. Mais oui, je comprends cette remarque qui est complètement pertinente. C'est un peu dommage aujourd'hui de devoir récompenser et d'avoir ce jeu de carottes. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a cette carotte, je ferai tout pour qu'on essaye effectivement également d'avoir des amendes et de pouvoir effectivement avoir des procès-verbaux sur des dépôts sauvages, choses comme ça, pour venir contrebalancer effectivement, et à un moment donné également le bâton. Donc, on essaiera de trouver le juste équilibre. Un grand merci à vous et merci pour ce détour par le sujet du verre, hein, qui est un matériau pondéreux et qu'il ne faut pas oublier dans les performances, et bravo pour l'innovation sur ce sujet. Alors, on l'a déjà évoqué et la dynamique de Limoges Métropole l'expliquait parfaitement. Le sujet du centre de tri et de la modernisation, de la massification des centres de tri est au cœur de l'extension des consignes de tri. Hein. C'est vrai que ces centres de tri, finalement, c'est vraiment le maillon important de la chaîne, celui dans lequel rentrent des déchets et ressortent des nouvelles matières premières, des ressources. Ça doit permettre de fournir des ressources de qualité. On le sait, hein, les filières sont pour certaines en difficulté. L'enjeu de la qualité est majeur et à un coût économiquement acceptable. Ça conduit dans toute la région et depuis quelques années à un vaste mouvement de massification, de modernisation, avec des niveaux d'avancement très différents. Des centres de tri sont déjà modernisés dans le cadre de l'extension. Des territoires sont en cours de travaux, comme on vient de le voir avec Limoges, donc sont en train de structurer des portages juridiques, et d'autres territoires sont encore à cette phase d'étude territoriale qui va permettre de choisir les bons scénarios. On sait que tout ça prend du temps. Et il nous semblait effectivement intéressant de refaire un détour par la Gironde pour illustrer plus précisément ce sujet, avec le cas du centre de tri de Covadilats, donc qui est en cours de travaux. Je passe la parole donc du coup à Julien Sananès, qui est directeur du développement de PAPREC. Pour la région, pour qu'il nous explique, là j'ai envie de dire dans des termes un peu plus techniques, en fait, comment on se modernise concrètement. Ça veut dire quoi se moderniser pour être capable de trier les consignes élargies? Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, déjà, Coved, c'est la filiale du groupe Paprec, qui est quand même spécialiste du recyclage en France, qui détient aujourd'hui et qui exploite et qui détient une trentaine de centres de tri, qui représentent à peu près 16 millions d'habitants triés, donc un Français sur 4. C'est un chiffre qui n'est pas anodin. Donc, une réelle expertise sur le sujet, 750 000 tonnes de collecte sélective triées aujourd'hui. Donc, ça permet d'appréhender le sujet d'une construction de centres de tri tels que ce qu'on réalise sur ILATS en amont, et d'y mettre les meilleurs aspects technologiques qui permettant de favoriser et d'augmenter le recyclage des matières.
Effectivement, on en parlait à plusieurs reprises, le geste de tri initial est essentiel. On est aussi acteur au niveau de la collecte, donc on œuvre aussi avec les collectivités, mais le centre de tri en lui-même va permettre de recycler davantage de matière. Aujourd'hui, on a fait le choix par rapport à l'enjeu économique et l'existence du centre de tri d'Ilhatz d'investir à peu près 17 millions d'euros sur Ilhatz pour construire un nouveau centre de tri, parce qu'on parle souvent de modernisation, mais aujourd'hui on rase la totalité du site pour construire un nouveau centre de tri qui est en fait la fusion de deux centres que nous avons aujourd'hui, un plus au sud, près de Pau, qui traite aujourd'hui 10 000 tonnes, et un qui est déjà existant sur Ilhatz, qui traite 15 000 tonnes. Et un enjeu essentiel, c'est de partir sur une modernisation qui nous permette évidemment les extensions des consignes de tri. On a été retenu donc avec l'ensemble des collectivités clientes, donc les 10 clients de ces deux centres de tri, en extension des consignes de tri par Citeo. Donc effectivement, avec un soutien financier pour la construction du centre de tri. On est aujourd'hui en travaux, alors avec une petite partie du Covid qui a freiné un petit peu cette partie-là, mais qui nous permettrait d'être en mise en service sur la fin d'année. Donc là, vous voyez l'implantation historique. Donc on était sur à peu près 1500 mètres carrés couverts. Pourquoi j'ai voulu montrer ce pendant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres de tri sont effectivement plus importants, avec beaucoup plus de techniques, demandent plus de surface couverte pour différentes raisons. Déjà pour le processus de tri, mais également pour le stockage amont et aval de la matière. Aujourd'hui, un gros enjeu, c'est d'avoir une bonne qualité et de pouvoir préserver cette qualité en stockant la marchandise, sachant qu'on a parfois des stocks qui ne peuvent pas être évacués. Le papier connaît des situations difficiles, le plastique en ce moment également, et c'est aussi notre rôle dans la totalité de la chaîne de valeur d'accompagner le client du tri jusqu'à aussi du négoce des matières. Donc, on passe de 1500 mètres carrés à 5500 mètres carrés couverts, qui permettra d'assurer une matière de meilleure qualité. Couplé à ça, si on peut passer au slide suivant, mais voilà, au niveau de technologie, on passe aujourd'hui sur un centre de tri qui a été revampé historiquement en 2013, où on a aujourd'hui 2 trieurs optiques, on passe à 10 trieurs optiques, et particulièrement des trieurs optiques qui sont beaucoup plus larges, qui permettent d'assurer et de capter plus de matière. Un exemple, un processus actuel, moderne, qui a été livré en fin d'année, permet de capter 3% d'un gisement supplémentaire sur, par exemple, des imbriqués. Tous les déchets qui aujourd'hui ne pouvant pas être lus par les trieurs optiques, aujourd'hui, avec tout l'amont et toute la séparation et la gestion des flux en amont, permettent de sortir 3% de plus. Sur ce sujet, on a aussi effectivement des séparateurs balistiques, cribles à fine, qui permettent d'épurer en fait la matière en amont de ce triage optique. Ce qui nous paraît aussi important, on en a parlé avec M. Jarry, mais c'est sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du tri négatif à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trieurs ne sont pas comme sur les premiers centres de tri initiaux, mais on sort la matière, on sort en fait les impuretés ou les perturbateurs de tri de façon mécanique dans un premier temps, avec, comme je l'ai dit, avec les séparateurs balistiques et les cribles, et les aspirateurs de fine par rapport aux extensions. Et après, on contrôle la totalité des produits avec les trieurs optiques sur les chaînes de tri. Tout ça mis bout à bout, en fait, permet effectivement les extensions d'augmenter le gisement entrant. Couplé à ça, on y rajoute la partie excusez-moi. Oui, donc oui, effectivement. Excusez-moi, je suis dérangé. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer chez moi. Donc effectivement, on y couple aussi, on y rajoute aussi la totalité de la partie technique, pardon, nous permet de capter davantage de matière recyclée. Et en fait, le cumul des extensions plus la matière recyclée nous permet d'atteindre et de projeter 8 kg par an par habitant. Et c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans les chiffres énoncés, 5 à 8 kg de matière supplémentaire triée par ces centres de tri. Donc voilà un ensemble d'éléments qui nous permet de sortir plus de matière, de meilleure qualité, sachant que l'enjeu de demain, le tri demain, on pourra tous le faire, mais c'est de réussir à être
toujours avoir toujours une qualité qui permet d'assurer la revente des matières et l'évacuation de ces matières triées. Alors en effet, j'ai envie de rebondir sur ce point, Julien, c'est quand on se lance dans un projet comme ça, c'est des bénéfices attendus, mais c'est aussi en effet des points de vigilance. La qualité en fait partie, peut-être y en a-t-il d'autres? Alors, la qualité, oui. On observe, étant acteur sur la totalité de la chaîne de valeur, on observe un taux de refus en collecte important. Parfois, un enjeu fort aussi, si on fait un rappel à la première intervention, on avait un cumul de deux outils, ce que moi j'appelle la boîte à outils, les extensions des consignes de tri et la tarification incitative. En tout cas, nous, notre retour d'expérience, c'est que de coupler ces deux initiatives en même temps est très positif. D'un côté, on a plutôt, entre guillemets, la sanction de la facturation et de l'autre côté, la solution. Effectivement, aujourd'hui, on a des territoires qui sont en extension des consignes de tri sur lesquels on constate des taux de refus assez importants. Je parle des taux de refus parce que une machine, quelle que soit sa technicité, si l'entrant est de mauvaise qualité, on aura toujours beaucoup de mal à sortir une qualité en sortie de site. Donc ça, c'est toujours la qualité. L'autre enjeu, c'est le refus. Les refus de tri. Aujourd'hui, on est effectivement sur des refus traités en CSR, donc avec des enjeux sur une filière CSR qui est encore qui peine quand même à aboutir et sur lequel il y a encore des enjeux. Et parfois aussi des conséquences par rapport au coût de ce CSR. Donc, minimiser le taux de refus en sortie, techniquement, on sait le faire. Si on alimente mal le centre de tri, on a d'autant plus de mal. Et c'est aussi sur ces taux de refus, on parle aussi évidemment des conséquences de l'évolution de la TGAP à venir. Ce coût-là, il faut savoir le maîtriser. On peut avoir une visibilité sur le coût de tri, on a beaucoup plus de mal à avoir une visibilité sur le taux de refus et donc sur le coût de refus de cette partie-là. Donc l'enjeu pour nous est d'avoir une bonne qualité en entrant. Au niveau de la collecte, on peut aider. Au niveau du centre de tri, si on voit que le centre de tri, c'est plus dur. Et derrière, pour favoriser toujours encore la matière. On le sait que ça va se durcir dans les mois et dans les années à venir, sachant que la situation est déjà très complexe aujourd'hui. Effectivement, c'est un enjeu global de collecte et de tri et on ne peut pas dissocier les deux sujets. Alors, deux questions. Pardon, on est un petit peu obligé de choisir avec Soltena parce qu'elles sont nombreuses. Question issue du chat. Quel est le second centre de tri qui disparaît près de Pau, la première, et quel est l'assemblier que vous avez choisi? Alors, aujourd'hui, donc le centre de tri qui disparaît, alors il ne disparaît pas. On a toujours un centre de tri aujourd'hui. On va changer l'activité. On va transformer l'activité pour trier a priori du déchet industriel. C'est pas encore complètement acté, mais c'est le cas. C'est le centre de tri de Montardon, qui en fait aujourd'hui on a un bassin de chalandise qui traite Ilhatz, essentiellement le Sud-Gironde et un petit peu du Lot-et-Garonne, et le centre de tri de Montardon qui est historiquement Paprec. Donc le rachat de Covet par Paprec fait qu'il y a une cohérence territoriale à avoir un seul centre de tri. Et donc, on traite deux clients dans les Landes et un client du sud du bassin. Donc, du coup, il y a une cohérence géographique et un barycentre en fait de tonnage à orienter tous sur Ilhatz. Sur la notion d'assemblier, on travaille avec Actide pour la chaîne, avec lequel on a eu encore récemment une très bonne expérience sur le centre de tri de Lyon, où on a construit un 60 000 tonnes. À Chassieux. Merci, je vois que le temps a filé. Alors, bien sûr, on répondra. Alors, soit les réponses arrivent en direct sur le chat également, soit on y répondra par ailleurs. Merci à tous, en tout cas, pour la clarté de vos explications. Un petit mot de conclusion pour vous dire, bien sûr, que vous le savez que Citeo vous accompagne avec ses équipes de terrain au quotidien, avec le contrat traditionnel qui nous lie, avec des outils plus nationaux. Là, je pense en particulier à la plateforme d'engagement Trier ces données que je vous invite à aller visiter si vous ne la connaissez pas, qui regroupe un certain nombre d'éléments pédagogiques sur nos sujets, l'application Guide du tri qui permet effectivement de communiquer en direct avec vos territoires dès la semaine suivant l'extension des consignes de tri avec une consigne à jour. Et puis bien sûr les appels à projets, 35 collectivités
unités à peu près en Nouvelle-Aquitaine qui sont engagées sur cet appel à projets, dont plus d'une vingtaine qui ont coupé cette dimension collecte et extension des consignes de tri, modernisation de la collecte, ces projets qui sont complémentaires et dont témoignait Limoges Métropole. Donc, une quatrième phase d'appel à projet programmée pour la fin de l'année pour accompagner encore plus de collectivités, de projets de centres de tri. Et puis, pour terminer également, 2 mots sur le travail que nous menons de l'amont à l'aval, parce que bien sûr, au-delà de tout le travail qui est fourni sur les territoires, ça fait partie de notre mission d'accompagner les entreprises dans la réduction, le réemploi, l'éco-conception des emballages. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a aussi des appels à projets sur ce sujet. Il y a 30 appels à projets qui sont menés pour réduire les emballages et les papiers mis en marché. Et tout à l'autre bout de la chaîne, il y a également des projets pour développer les filières de recyclage, en particulier des nouveaux plastiques, des filières de recyclage mécanique traditionnelles, mais aussi des filières de recyclage chimique, dont on sait qu'elles sont vraiment porteuses d'avenir pour les plastiques. Et enfin, et ça fera la transition avec les futurs webinaires proposés par Recita, on accompagne également l'innovation avec de manière transversale un programme d'innovation dont le Circular Challenge, qui est un concours de start-up. L'idée, c'est que bien, il faut parfois inventer des choses nouvelles. On parle souvent du tri en ville, on sait qu'il n'est pas facile et on sait que peut-être que c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions et donc on encourage cela. Donc, si vous avez sur vos territoires des startups qui sont intéressées pour proposer de nouvelles choses en matière de collecte, eh bien, il est temps de s'inscrire au 5e Circular Challenge dont les candidatures sont ouvertes en ce moment. Un grand merci à vous, en tout cas, pour vos nombreuses questions, aux intervenants. Et je repasse la parole, du coup, à Alexandre, je pense, de Soltena. Oui, merci beaucoup Laure. Alors, il y a plein de questions peut-être qui vous ont frustré parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Vous inquiétez pas, là, Élise, je sais qu'elle les a toutes notées et on fera en sorte dans le cahier technique là, qui vous sera remis d'y apporter des réponses pour chacune. Juste pour rebondir un peu sur le Circular Challenge, du coup que vient de présenter Laure. Donc nous, ce qu'on peut vous proposer, vous savez que du coup Soltena, là, c'est à la fois un centre de ressources économie circulaire pour les acteurs de région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi un réseau d'éco-entreprises engagées du coup dans la transition écologique. Et donc, on vous propose de découvrir un de nos adhérents, donc, qui est Trizy, qui, de mémoire, a dû être lauréat de votre Circular Challenge au sein de Citeo, qui propose, en fait, c'est un petit chatbot qui est utilisé par différentes collectivités, qui vous permet, voilà, plus facilement de communiquer avec vos citoyens sur l'ensemble de vos territoires, sur un peu comment fonctionne le tri, mais aussi comment fonctionne le réemploi et les diverses solutions qui sont offertes à vos citoyens sur vos territoires pour favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage des déchets. Donc, au niveau de Soltena, mais aussi en partenariat avec le pôle environnement et Grand Poitiers, qui est utilisateur de cet outil, on vous propose un second webinaire un peu sur le geste de tri des citoyens, et qui sera complètement dédié à cet outil Trizy, comment l'utiliser, quels sont ses avantages avec le témoignage du coup de Grand Poitiers. Donc, on vous donne rendez-vous le 25 juin matin pour découvrir cet outil et continuer un peu les échanges autour du geste de tri des citoyens. Emeline, Laure ou Élise, je vous laisse la suite. Oui. Donc, merci à tous pour votre participation et les échanges qu'on a pu avoir sur ce webinaire. Ce webinaire, il s'inscrit dans une journée technique du recyclage. Donc, on a un dossier technique qui va être diffusé en fin de semaine et mis en ligne sur la plateforme Recita. Dans ce dossier technique, vous pourrez retrouver donc un lien pour visionner ce webinaire et différents documents complémentaires, donc notamment avec une mise en contexte, avec une vidéo réalisée par FEDEREC, des chiffres collectés donc par la REC et une note introductive rédigée par Soltena. Et ensuite, on a pu récolter un certain nombre de retours d'expérience
de différentes filières. Donc, on va pouvoir faire un zoom sur des filières de recyclage en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a Biotop concernant le tri en entreprise, Circouleur pour une filière de recyclage des peintures. On a un partenariat entre Lesiam et Polyrex concernant le recyclage des menuiseries, Letex pour le plâtre, et ensuite on a Veralia pour le verre, Wateco pour les papiers et cartons, et Idealam pour un projet innovant sur le recyclage des chaussures. Donc ces différents témoignages seront repris dans le dossier technique. Et puis, pour conclure avec quelques éléments d'actualité par rapport à Recita et l'économie circulaire en règle générale, comme le présentait Alexandre en début de webinaire, le réseau Recita, c'est la plateforme recita.org, mais aussi des temps physiques comme ces journées techniques et des rencontres locales. La prochaine aura lieu en format également webconférence par rapport aux mesures sanitaires Covid. Donc, elle portera sur les acteurs locaux de l'économie circulaire en Creuse. Donc, ce seront nos collègues David et Renan du Pôle environnement Nouvelle-Aquitaine qui animeront cette conférence. Elle est mise en ligne sur Recita, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En juillet, nous avons aussi proposer un autre webinaire pour les utilisateurs de Recita pour leur montrer comment animer une communauté d'acteurs autour d'une thématique sur Recita pour poster des contenus. Voilà, un format un peu numérique pour vos groupes de travail. Et nous ouvrirons aussi le traditionnel candidature pour les posters Recita qui seront exposés à l'occasion de la rencontre régionale de fin d'année à Bordeaux. Nous allons aussi nous pencher sur l'organisation d'une prochaine journée technique à Angoulême au mois de novembre. Donc, nous sommes en train de travailler sur la thématique et le format aussi par rapport aux prochaines mesures sanitaires. On verra si on pourra la faire en physique ou si on restera sur un format webinaire. Et puis, je ne vais pas vous les décrire là, mais vous l'aurez dans la présentation. Il y aura différents événements nationaux d'ici la fin de l'année autour de l'économie circulaire. Donc voilà, pour manquer aucune de ces actualités régionales mais aussi nationales, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur recita.org. Et je vous ai également mis en avant quelques appels à projets régionaux autour de l'économie circulaire et des déchets proposés par la région et l'ADEME. Donc dans le cadre de la semaine européenne, la réduction des déchets avec des financements proposés aux associations et aux collectivités qui souhaiteraient mettre en place des actions pour la CERD au mois de novembre. Et deux appels un petit peu liés sur la mise en place de la tarification incitative en Nouvelle-Aquitaine. Donc également, ils sont en ligne sur Recita. Donc n'hésitez pas à y aller après ce webinaire. Et pour retrouver toutes les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le site, on vous rappelle les différents canaux et nos contacts si vous souhaitez avoir plus de questions. Merci beaucoup à tous. On est presque resté jusqu'à 100 jusqu'à la fin, donc le timing était serré. Merci beaucoup à Laure pour l'animation, à tous les intervenants et à tous les participants. Bonne journée et on va se remettre à la finalisation du dossier technique pour vous l'envoyer d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup encore. Bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir.